Dans le sens où j'ai fait l'IPC, voilà, je fais la promotion 42, et puis après ça, j'ai fait un master de philosophie à la Sorbonne, puis un doctorat de philosophie à la Sorbonne. Ma thèse était en histoire de la philosophie médiévale. Pourquoi je vous dis ça, hein, c'est parce qu'il faut que vous sachiez d'où je pars et d'où je parle. Il y avait une phrase en mai 68 où on disait « d'où tu parles, camarade ». Ça visait à discréditer totalement la personne qui était en train de parler, dans le sens où si c'était un gros bourgeois, si on lui disait « d'où tu parles, camarade », et ben en fait il ne pouvait plus parler de phénomènes de société, et si c'était un ouvrier, eh bien il ne pouvait pas atteindre certains milieux. Donc je préfère que vous sachiez d'où je parle. Donc je suis un docteur en philosophie, en spécialité d'histoire de la philosophie médiévale. Ma thèse, c'est étudier le rapport homme-femme et l'identité de la femme comme se comprenant différemment selon la science de référence que l'on prend comme point de départ. J'adore cette phrase parce que, en plus, dit comme ça, personne ne comprend rien. C'est le principe d'une thèse. Hein. Normalement, le titre, vous ne comprenez rien. Donc c'est pour ça que mon éditeur m'a dit non, mais tu ne le fais pas comme ça. Si tu veux la publier, tu ne le fais pas comme ça. Tu la publies en disant la femme au Moyen-Âge. Super. Sauf que ma thèse n'est pas sur la femme au Moyen-Âge. Ma thèse, en fait, consiste à dire que selon la science que vous avez au point de départ, vous aurez des conclusions différentes, quel que soit le sujet. Et moi, je me suis amusé, je me suis dit, tiens bien, on va prendre la femme comme sujet. C'est-à-dire que si vous êtes, je vous donne un exemple, si vous êtes un Aristote, vous prenez comme point de départ la philosophie de la nature. Vous avez eu, je crois, une introduction à la philosophie de la nature. Bon, vous prenez comme point de départ la philosophie de la nature. Vous prenez aussi les sciences qui vont suivre la philosophie de la nature de manière un peu directe, à savoir la biologie. Et donc, quand vous voulez parler de la femme, vous allez en parler de manière biologique, en respectant les principes de la philosophie de la nature. Or, pour Aristote, il faut qu'il y ait 3 principes dans la nature: la forme, la matière, la privation. Il y a un principe aussi dans la nature, c'est que le semblable engendre toujours le semblable. Or, il y a un agent réel dans la reproduction humaine, c'est le mâle. Le mâle doit donc engendrer un semblable. Si il arrive qu'il y ait une femme, c'est que c'est le début de la monstruosité. Donc la femme est un mâle manqué. Définition de la femelle chez Aristote. Mais attendez, on peut partir de chez Augustin. Plus chez Aristote, on part chez Augustin. Alors Augustin, lui, il ne veut pas partir de la philosophie de la nature, il veut partir de la Bible. La Bible, voilà. Pour fonder les rapports humains. Alors, l'homme et la femme, ils sont créés égaux. Alors, Augustin se pose la question, quand même. Est-ce que déjà, à l'origine, ils étaient égaux ? À quoi sert la femme ? Question d'Augustin dans le commentaire de la Genèse. À quoi sert la femme ? Parce que si c'était pour avoir un ami ou une amitié, développer une amitié, eh bien Dieu aurait dû créer un autre homme. Car c'est quand même plus facile avec un autre homme. Si le but, ça avait été de façonner la terre, gouverner la terre, Dieu aurait dû créer un autre homme. Parce que c'est plus facile avec un autre homme. Si c'est pour avoir des enfants, oui, c'est plus facile avec une femme. Mais en l'occurrence, les élever, c'est plus facile avec un homme. À quoi sert la femme ? Et Augustin va répondre, c'est-à-dire, elle sert à atteindre Dieu. Donc finalement,
l'homme et la femme, le rapport entre l'homme et la femme sont vus comme la possibilité d'atteindre Dieu. Donc là, vous avez Aristote avec le mal manqué, Augustin avec la femme comme piédestal vers le divin, et ensuite vous avez des gens comme Thomas d'Aquin. Alors vous verrez à l'IPC, on parle beaucoup de Thomas d'Aquin. Le risque, en tant qu'étudiant, je vous le dis tout de suite, c'est d'en parler beaucoup sans jamais le lire. Comme Aristote. Quand vous voyez Thomas d'Aquin est embêté. Pourquoi? Parce que Aristote a raison. Mais Augustin aussi a raison. Sauf que comment un mal manqué peut devenir un piédestal vers le divin? Parce que le problème, chez Aristote, comme chez Augustin, c'est qu'il y a des conséquences politiques. Chez Aristote, la femme est un mal manqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a moins de chaleur qu'un homme, ça veut dire qu'elle va vieillir un peu plus vite qu'un homme, ça veut dire qu'elle va être un peu plus faible qu'un homme, donc, elle ne peut pas gouverner. Il ne faut pas qu'elle ait de pouvoir politique. Chez Augustin, c'est un peu plus subtil que ça, c'est que, et on en parlera, il y a eu la création, et chez les chrétiens, il y a eu un petit bug dans la matrice. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu la création, c'était assez joli, c'était assez soft, et puis juste après, il y a eu un petit trébuchage, trébuchement, je ne sais pas comment on dit, en tout cas ça s'est pété la gueule, quoi. Enfin, voilà. Et il y a eu le péché. Et à partir du moment où il y a eu le péché, eh bien, les rapports humains se sont distendus. Et il a fallu recréer un ordre, un nouvel ordre mondial, dans lequel il fallait prendre en compte le péché. Et pour prendre en compte le péché, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on invente des tyrans. On invente des gens qui gouvernent sur d'autres. Le but, c'est quoi? C'est que ces gens qui gouvernent empêchent les autres de faire plus de mal que eux feraient en tant que tyrans. D'accord? Donc bref, c'est un petit peu bâtard comme situation. Mais la vocation de la femme comme piédestal vers Dieu reste. Donc comment on l'honore? Et Thomas d'Aquin va essayer de dire, bon, Aristote a raison, la femme est un mal manqué. Bon. Augustin a aussi raison, dans le sens où la femme, elle sert à faire des enfants. Thomas, tu n'as pas oublié quelque chose? Bon, c'est vrai que l'amitié conjugale est une belle chose. Thomas, tu n'as pas oublié quelque chose? Et on va virer la question du chemin pour aller à Dieu, qu'on avait dans l'amour courtois. Tout le Moyen-Âge s'était bâti sur justement la femme comme celle qui amène au divin. Mais vous avez un autre gars qui s'appelle Bonaventure, un franciscain. Alors lui, il dit, non, Aristote, il a faux. C'est Augustin qui a raison. Et donc il va commencer à développer toute une pensée politique sur le rapport homme-femme, qui doit être justement, qui doit viser la sainteté. Alors, Thomas d'Aquin, lui, il est ambigu, je vous le dis, je caricature un peu son propos, mais il est ambigu. Vous avez un gars qui s'appelle Albert le Grand, Saint Albert le Grand, on en reparlera. Alors, il s'appelle Albert le Grand. Pourquoi il s'appelle Albert le Grand? Vous savez pourquoi il s'appelle Albert le Grand? Comment? Si, dites. Parce qu'il était tout petit. Mais c'est vrai. Il était minuscule. Il faisait 1m30, 1m35. Alors déjà, au Moyen-Âge, on n'était pas très très grand. Mais là, c'était vraiment minuscule. Donc, vous savez, quand on dit Albert le Grand, nous on se dit « Waouh, les mecs ont voulu le mettre en valeur ». Non, il était appelé Albert le Grand de son vivant. Tout le monde se foutait de sa gueule. On a un
témoignage comme ça, il arrive devant Frédéric II, toute la congrégation s'incline, Frédéric II dit « relevez-vous », et il envoie un, il dit « non, mais relevez-vous ». Et Albert le Grand dit « non, je suis debout, monseigneur ». Donc voilà, donc c'était pour vous dire, il avait la taille d'un gars à genoux. Albert le Grand, lui, il va dire « non, mais Aristote a faux, mais il faut que je le prouve que Aristote a faux ». Comment je le prouve? Je vais le prouver de manière médicale. Non, la femme n'est pas un mal manqué. Et il va se servir d'un autre médecin qui s'appelle Galien, dans l'Antiquité, qui a dit que non, la femme n'est pas un mal manqué, la femme est un mal inversé. Tout ce que vous voyez chez l'homme, vous le retournez et vous le voyez chez la femme. Parce que Galien, lui, il va se dire, d'un point de vue biologique, ce que j'observe quand je vois un utérus, en fait, c'est un pénis inversé. Pardon, ce que j'observe quand je vois un vagin, c'est un pénis inversé. Quand je vois des ovaires, c'est des testicules qui sont remontés. C'est ce genre de choses. Donc il se dit, mais tout est inversé, en fait. Et donc, c'est-à-dire qu'il va falloir chercher des qualités différentes chez l'homme et chez la femme. Si l'homme est capable d'être la force brute, la femme doit être capable d'être la force qui résiste. Si l'homme est capable, je ne sais pas, d'être dans l'exaltation du désir, la femme doit être dans l'intériorité intense du désir. Vous voyez, c'est ce genre de pensée. Et Albert le Grand va essayer de le travailler comme ça. Pourquoi je vous dis ça? J'aime bien parler de ma thèse, c'est très intéressant de parler de sa thèse, c'est super. Mais pourquoi je vous en parle dans une journée d'introduction à la philosophie politique? Il faut que vous compreniez une chose, c'est que la philosophie politique, elle étudie les rapports entre les hommes, mais elle doit être très 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 vigilante par rapport à une chose, c'est son point de départ. D'où on part pour faire de la politique? D'où on part pour parler de politique? Et ça va être toute une question qu'on va devoir se poser. Parce que vous voyez bien que si vous partez de la biologie pour parler de la politique, comme l'ont fait toute une pensée allemande du XXe siècle, par exemple, eh bien vous finissez par faire des choses un peu bizarres, pour ne pas dire monstrueuses. Si vous partez de la psychologie, chers amis psychologues, si vous partez de la psychologie pour faire de la politique, quelles vont être les conséquences? Si vous partez de la sociologie pour faire de la politique, quelles vont être les conséquences? Si vous partez du rapport de force, quelles vont être les conséquences? Si vous partez de votre milieu pour parler de la politique, quelles vont être les conséquences? Pour une grande majorité d'entre vous, vous êtes jeunes. Ça veut dire quoi, vous êtes jeunes? Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout fait pour faire de la politique, ni pour faire de la philosophie politique. C'est terrible, ça, c'est ce que Aristote déclare. Il y a deux catégories de personnes avec qui il ne faut pas que vous parliez de morale ou de politique. Les jeunes et les vieux. Ça laisse peu de temps, vous voyez? Les jeunes, pourquoi? Parce que les jeunes, premièrement, n'ont aucune expérience de la vie. Et comme ils n'ont aucune expérience de la vie, malheureusement, ils n'ont pas de prudence. Et donc, malheureusement, les jeunes vont parler à partir de leur petite expérience de la vie, du haut d'une très petite sagesse. Alors, petite parenthèse d'ici là. Petite parenthèse. Dans ma manière pédagogique. Parce que l'année dernière, ça avait surpris les gens. Moi, je suis un philosophe un peu trublion et tout à fait impertinent. D'accord? C'est-à-dire que je vous respecte infiniment,
Et comme je vous respecte infiniment, je vais vous en mettre plein la tronche. D'accord? C'est-à-dire que je n'ai pas le temps. D'accord? Je n'ai pas le temps de prendre des pincettes, de me dire « Oh là là, mais peut-être que dans sa vie intérieure, si je commence à lui dire ça, oh, ça va le faire réagir, il va pas être bien, etc. Là là, ça va être terrible. » On m'a demandé un jour de faire un cours sur la théorie du gender. 6 heures. 6 heures. J'avais 6 heures pour parler de la théorie du gender. J'aime autant vous dire que les gens qui étaient anti-LGBT ou les gens qui étaient pro-LGBT, ils s'en sont pris plein la tronche. Parce que je me fous complètement de votre état intérieur du moment. Ce que je veux vous faire, c'est un cours. Vous le prenez par votre intelligence. Si ça ne vous parle pas, mais tant mieux. Tant mieux. Laissez-le de côté, c'est pas grave. Si ça vous parle, tant mieux. Mais comprenez une chose, moi je suis là pour faire de la philosophie. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne suis pas là pour vous déplaire non plus. Voilà, je suis là pour faire de la philo. Donc, pendant ce cours, qui n'est qu'un cours de 6 heures, parfois je vais vous dire « Oh là là, vous êtes des bourgeois ». C'est vrai. Commencez pas à dire « Ah, je suis traité de bourgeois ». Mais t'es bourgeois, tais-toi. Si tu me dis « Non, non, je suis désolé, moi, je ne suis pas bourgeois. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai mes parents qui sont ouvriers, etc. » D'accord, très bien, super, donc tu n'es pas bourgeois. Mais ne le prends pas pour toi, commence pas à lever le doigt pour dire « Alors moi, en fait, dans ma vie... non, on s'en fout. D'accord ? Deuxième chose, j'ai un infini respect, mais pour de vrai, hein, un infini respect pour la religion. C'est que je respecte totalement que vous considériez qu'il existe une chose qui est supérieure à votre condition humaine. Et vraiment, vraiment, je le respecte infiniment. Par contre, je vais vous en mettre plein la tronche. D'accord ? Quand je fais court, Jésus ne peut pas devenir un moyen terme. Tu ne peux pas me dire, cette thèse-là, parce que Jésus, non. Cette thèse-là, parce que Allah, non. Cette thèse-là, parce que je suis athée, non. Ta foi n'est pas un argument en philosophie. À aucun moment. Et donc, ce que tu considères comme vrai, parce qu'on te l'a appris dans un petit catéchisme de je ne sais quelle religion, dans mon cours, ça n'est qu'une opinion. C'est pas quelque chose de certain. Et je suis désolé. Tu as peut-être choisi d'aller à l'IPC parce que tu étais dans un climat protégé et que tu avais besoin d'être dans un climat protégé. Avec moi, tu es protégé de que dalle. D'accord ? Et le but, c'est de faire de vous des gens intelligents. Pas de faire de vous des croyants intelligents. Vous voyez ? Que vous soyez croyants, c'est super. Soyez-le. Il n'y a pas de problème. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de respect pour la religion. Quelle que soit la religion. Non, il y a certaines religions que je trouve débiles. Mais... Non, mais soyons honnêtes, les religions babyloniennes où ils sacrifiaient à Moloch des enfants en les foutant dans la braise, bon, on peut dire, bon, ils abusaient un peu quand même. Hein, je permettre un petit jugement quand même. Hein, voilà. Comme les religions aztèques qui sacrifiaient toute la journée des gens là sur leur pyramide, on peut émettre un petit jugement. Hein. On a le droit de juger. Ce sera la fin de la parenthèse. Il y a 2 critères pour moi qui sont importants lorsque vous faites de la philosophie ou que vous faites de la psychologie. Il y a 2 critères. Le vrai et le bien. Mais entendons-nous bien sur ce qu'est le vrai et le bien. Qu'est-ce que c'est que le vrai ? Je vous laisse la parole. Oui. C'est la correspondance de la raison avec le réel. C'est la correspondance de la raison avec le réel. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Ah non, non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me sortir une phrase avec je maîtrise carrément et je te le dis, une super définition de philosophie réaliste, la correspondance de l'intelligence avec le réel. Si je te dis qu'est-ce que ça veut dire, tu me dis, en fait... Oui. C'est quand le réel et ce qu'il y a dans notre intellect sont en adéquation, c'est-à-dire que les deux vont être nous. Oui, voilà. Les deux vont être. Les deux vont correspondre, vont être la même chose. Ok, les deux vont être la même chose. C'est-à-dire que si tu penses à un homme, tu as un homme dans ton intellect. Évite de penser à certains trucs, hein. Le vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Le vrai est une adéquation. Mais c'est très simple. Hein. En fait, la philosophie, vous verrez, c'est simplement dire des choses que vous avez compris à 4 ans et puis qu'il vous faut vous réexpliquer à l'âge de 18. D'accord ? Le vrai, c'est une adéquation. C'est-à-dire, c'est le fait d'être capable de penser et de dire quelque chose qui existe. Exemple. Si je vous dis, c'est un petit stylo. Cette information n'a absolument aucun intérêt. Mais, vous allez vous dire, c'est vrai. C'est vrai, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, avec mon esprit, avec mes sens, avec tout ce que je suis capable de rejoindre quelque chose qui m'est dit, parce que nous comprenons la même chose du réel. Bon, ça vaut pour toutes les personnes qui vont vous dire la vérité n'existe pas. Qu'elles se taisent à jamais, ces gens, ces personnes. Pourquoi ? Parce que celui qui vous dit la vérité n'existe pas, si vous lui dites, si vous lui posez juste une question, il vous dit la vérité n'existe pas, si vous lui dites simplement « Ah bon, c'est vrai ?» Et là, il y a court-circuit parce que 2 neurones qui demandent une 3e information, c'est compliqué. Évidemment que la vérité n'existe pas, c'est une phrase absurde, débile, qu'il faut virer. Et la plupart des personnes qui vont vous dire ça, c'est à 4h du matin, quand ils ont 3,8 g dans le sang, qu'ils apprennent que vous êtes philosophe, ils viennent vous voir et disent « Tu sais, moi, je vais te dire quelque chose. C'est que la vérité, ça n'existe pas. À mon avis. À ton avis. La vérité, ça n'existe pas. » Et quand vous lui dites « Non, mais tu peux pas dire ça. Parce que si tu penses que c'est vrai, ça veut dire que la vérité existe. Et si tu penses que c'est pas vrai, pourquoi tu parles ? La personne va se rattraper. Elle va dire « Non, attends, ça va un peu vite. Non, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas la vérité. » Bien sûr, puisque la vérité, c'est pas un objet. Tu peux pas posséder la vérité. Donc si c'est pour nous dire ce genre de truc, ça n'a aucun intérêt. Non, ce que je veux dire, c'est que personne ne peut dire « Bonjour, j'ai la vérité avec un grand V ». En quoi rajouter une majuscule à un début de mot va changer la nature du mot. Personne ne dit « je vais aux toilettes avec un grand T ». Ou si, tu as des personnes qui disent « Moi, je recherche l'amour avec un grand A ». Oh, mais non, tu ne recherches pas l'amour avec un grand A, tu recherches quelqu'un qui va te supporter toute ta vie. C'est pas l'amour, c'est pas une idée platonicienne. La personne va vous dire « Non, tu t'énerves, arrête, t'énerve pas. » Ce que je veux dire, c'est que... ah non, parce qu'on a oublié, ce gars qui a 3,8 g, il est chrétien. La vérité, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Tu veux dire quoi quand tu dis ça ? La vérité, c'est Jésus. Non. Tu ne trouveras pas le manuel de ta commode Ikea dans l'Évangile. Pourtant, le manuel de la commode Ikea, il est vrai.
Ça veut dire que quand Jésus dit « je suis la vérité », il dit qu'il est la vérité sur quelque chose. Il faut savoir sur quoi. Bon, passons, parce que le chrétien bourré, voilà. Non, ce que je veux dire réellement, c'est en fait on ne peut pas tout connaître. Ah bon, c'est ça que tu voulais dire? C'est on ne peut pas tout connaître. Pourtant, tu as commencé par la vérité n'existe pas. Tu avais l'air de bien connaître ton sujet, toi. Mais en fait, ce que tu veux dire, c'est on ne peut pas tout connaître. Ah, d'accord. Merci. Merci de nous apprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris depuis longtemps. D'accord? Le critère de vérité, comme l'a dit un de vos camarades, c'est une adéquation. Une adéquation avec le réel. Sauf que ce réel peut vous être inconnu. Oui, c'est possible. Mais il y a une différence entre le fait de dire « je ne sais pas » et le fait de dire « on ne peut pas savoir ». Vous entendez, il y a une différence entre le fait de dire « je ne sais pas » et le fait de dire « on ne peut pas savoir ». J'aime bien parce qu'à 4h du matin, c'est souvent le grand moment de grandes questions philosophiques. À nouveau, les gens qui vous disent « j'aimerais être philosophe, est-ce que tu penses que Dieu existe ?» Parce que moi, je ne pense pas. Eh bien, tant mieux. Parce que ce que l'on pense, on s'en fiche. La vraie question, c'est est-ce que Dieu existe? Et chers amis, en raison du critère de vérité, je vous l'annonce sans ménagement, il n'y a que 2 réponses possibles à cette question. Est-ce que Dieu existe? Soit il existe, soit il n'existe pas. Il n'y a pas de « ça dépend des... » Non. C'est pas toi qui constitue une existence de quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a l'un ou l'autre des avis qui se trompent. Il y en a qu'on fout. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu n'existe pas? Il y en a qui se plantent. Alors pour ceux qui disent qu'il n'existe pas et qui se plantent, peut-être qu'à la fin de leur vie, il y aura un moment de, je sais pas, un peu drôle, tu vois. Ils meurent, ils arrivent, ils font « Ah bonjour !» Parce que vous êtes donc Dieu, d'accord, ok. Toute ma vie, j'ai dit que vous n'existiez pas. Et vous existez. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et pour ceux qui ont dit qu'il existait alors qu'il n'existait pas, il y a 2 possibilités. Soit l'âme subsiste, soit l'âme ne subsiste pas. Si elle subsiste et qu'il n'y a pas de Dieu, ils vont passer un long moment. Et donc il n'y a pas de... D'accord. Non, parce que moi j'ai constitué toute ma vie dans le sens qu'il y avait... D'accord, mais on s'en fout, d'accord. Et résultat, on fait quoi là maintenant? Rien, d'accord, ok. Normalement, si vous avez un esprit philosophique, ça doit vous inquiéter un peu cette question maintenant. Parce que le critère de vérité sur les questions, il ne vous laisse pas tranquille. Et dès lors que vous avez dit « je ne sais pas », à ce moment-là, vous commencez à vous poser des questions, à chercher. C'est ça la philosophie. Maintenant, le critère du bien. Qu'est-ce que c'est que le bien ? Alors, bon, je sais qu'il y en a 2 qui étaient très audacieux là ici. Je vous rassure. A priori, on se reverra que, pour les psychos, en tout cas à la fin de l'année, pour votre session de théologie. Pour les doubles cursus, on se verra pas mal de fois, malheureusement cette année. Mais je vous rassure, je ne suis pas un pervers narcissique. Et le fait de lever le doigt pour répondre à une de mes questions ne va pas créer un lien entre nous. D'accord ? On ne va pas avoir un lien particulier. Donc, n'ayez pas peur. Je vous pose une question, qu'est-ce que c'est que le bien ? Allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur. Oui ? Est-ce qu'on peut répondre par la réponse, c'est ce pourquoi sont faites les choses ?
C'est ce pourquoi sont faites les choses. Oui, c'est une réponse qui me gêne parce que sont faites, tu postules tout de suite qu'elles ont été faites. Et ce pourquoi elles sont faites, mais on peut le prendre d'un point de vue très, très basique. Il y a une tension des choses vers quelque chose. Et ce vers quoi elles tendent est différent en fonction de ce qu'elles sont. Mais donc ce vers quoi elles tendent a raison de bien pour elles. Oui. Tu prends un fan de Jul, il est en tension pour aller à un concert de Jul, le concert de Jul a valeur de bien pour lui. Trop content. Quelqu'un qui n'est pas fan de Jul, le concert de Jul n'aura pas du tout de valeur de bien. Donc le bien est à prendre relativement à ce que la chose est. Oui. Le bien, c'est une caractéristique qu'une chose est, et elle est bonne en elle-même. Une chose est bonne en elle-même. Connais-tu la merveilleuse maladie qui s'appelle la peste, qui fait qu'on a des bubons de partout, qu'on meurt en quelques jours, ça a failli détruire la population européenne. La peste est bonne en elle-même. Waouh, belle peste. Oui. C'est ce qui rend la nature meilleure. C'est ce qui rend... parce que... Pardon. C'est ce qui rend la nature meilleure. Non, mais cette thèse est belle. Mais toi, tu débarques ici. Toi, mais voilà, t'es né. Puis t'as regardé les trucs, puis tu t'es dit, il manque un truc. Je sais pas ce que c'est, mais il faudrait un truc pour la rendre meilleure. Quand je regarde un escargot, par exemple, je me dis, ouais, il faudrait du bien. C'est ça que tu veux dire? Non. Qu'est-ce que tu voulais dire en disant ça? Chaque action bien ou Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Oui, tu te places d'un point de vue moral. Donc toi, tu dis l'action humaine, elle doit rendre les choses meilleures. Très altruiste. Mais c'est très bien. Ça, c'est le bien vu d'un point de vue donc moral. Vous êtes jeune. Et donc pour vous, le bien et le mal, c'est encore le permis et le défendu. Ce qui est bien, c'est ce qu'on doit faire. Ce qui est mal, c'est ce qu'on ne doit pas faire. Bon, vous aurez des cours de philosophie morale, j'ai pas le temps d'en faire là. Dites-vous qu'on va essayer, en tant que prof de philo, désespérément, de défoncer cette idée-là en vous. D'accord, de quitter la morale du devoir pour passer à une morale beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus humaine. Le bien, on va revenir sur ce qu'a dit votre camarade, c'est ce vers quoi toute chose tend selon sa nature. Ce vers quoi toute chose tend selon sa nature. Oui. Mais c'est dans la nature du fan de Jul de tendre vers un concert de Jul, parce que je me dis que quelqu'un, par exemple, qui tendrait vers le meurtre parce qu'il y a quelqu'un qui le déteste, au moment où il va passer à l'acte, ça sera son bien, il aura accompli ce vers quoi il tendait. Alors, attention, entendez bien. La question de votre camarade est intéressante, c'est-à-dire quelqu'un qui veut buter quelqu'un, il tend au meurtre, et donc finalement, le meurtre est un bien pour lui. Je ne dis pas que toute tension mène à un bien. Je dis que le bien est ce vers quoi toute chose tend. Vous verrez ça en logique, on appelle ça une inversion prédicamentale. C'est-à-dire que le fait de dire que ce n'est pas parce que l'on dit que le bien est ce vers quoi toute chose tend que toute tension est bonne. C'est pas ça que l'on dit. Parce que sinon, en fait, on inverse et en fait, on généralise le propos. D'accord ? Le bien est ce vers quoi toute chose tend quant à sa nature. Entendons-nous bien sur la nature d'une chose. Et le meurtre, en l'occurrence,
vous le verrez, fait partie des actes désintégrants quant à notre nature. Tuer quelqu'un vient en nous distordre quelque chose. Quand bien même, en plus, c'est légitime. Hein. C'est le soldat, la légitime défense, etc. Quand bien même c'est légitime, dès lors qu'il a buté, vous savez, le soldat qui est avec son sniper, là, comme ça, on n'est pas sur PUBG, on n'est pas sur Call of, hein, mais le gars qui est avec son sniper dans la vraie vie et qui tire en pleine tête d'un gars, au début, il pense que c'est un jeu. Peut-être. Mais toute sa vie, cet acte-là va rester. Le gars qui se fait agresser dans la rue et qui, désespérément, cherche quelque chose, ramasse un tesson de bouteille, éclate la tête de quelqu'un et le tue d'un coup, toute sa vie, ça va rester. Quand bien même c'était légitime. Quand bien même il avait le droit de le faire. On reparlera du meurtre plus tard, si vous voulez bien. Parce qu'il faut avancer quand même. Voilà, donc une fois qu'on est au clair sur les critères du vrai et du bien, et que vous comprenez qu'en philosophie, ce sont que ces critères-là qui nous permettent de juger, eh bien on peut avancer. Oui. Juste une petite question par rapport à la vérité. Ouais. J'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui était à la Sorbonne et qui me disait qu'en fait il y a plusieurs vérités, que la vérité en fait elle est vraie, chacun a sa vérité, que chaque personne selon sa sensibilité a sa vérité et que donc la vérité est différente pour chacun. Mais ça, alors, si c'est un professeur de la Sorbonne, c'est un collègue, donc résultat, il faut que je sois sympa. C'est sa vérité. Non, je plaisante, on ne va pas commencer là-dedans. Il faut bien comprendre une chose, c'est que, à mon avis, c'est un petit abus de langage. À mon avis, ce qu'il voulait dire, qu'il faut rester dans une bienveillance totale, c'est que on connaît la réalité de manière différente. Et ça, c'est vrai. La vérité, en tant qu'adéquation avec le réel, elle n'est pas différente pour nous. Soit on dit quelque chose de vrai, soit on dit quelque chose de pas vrai. J'ai un petit garçon, il est dans l'âge où les petits garçons et les petites filles s'amusent à dire des bêtises et ils trouvent ça drôle. C'est-à-dire qu'il me regarde et me dit « Toi, t'es une libellule. » Et il trouve ça drôle. Parce que je lui dis « Je suis une libellule ?» Et là, il fait « Non !» Parce qu'il sait très bien ce qu'est une libellule et ce que je suis. Et qu'il y a une inadéquation entre les deux choses. En revanche, que selon mes traumatismes que j'ai pu vivre dans mon enfance, selon mon milieu social, selon machin, j'ai une approche du réel qui soit différente de la vôtre, c'est évident. Et donc que mon approche du réel ne pourra peut-être pas forcément épuiser tout le réel. C'est-à-dire qu'il y a des choses du réel que je verrai peut-être pas. D'accord. Mais on ne parle pas de l'adéquation avec le réel là. On parle de notre faculté de connaissance. Et donc, mon cher collègue de la Sorbonne, s'il a dit cela, je pense qu'il voulait davantage dire « Nous ne connaissons pas le réel de la même manière. » Et c'est vrai. Mais mais par contre, faire la différence entre une libellule et un homme, vous allez me dire peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Je suis une libellule ». Mais passons sur ce genre de débile. D'accord ? Parce qu'un enfant, quand il voit une libellule et quand il voit une personne humaine, il fait la différence. D'accord ? Et ça ne dépend pas de notre volonté. Ça me fait rire. Sur TikTok, vous voyez tout un tas de vidéos de gens qui disent « Bonjour, moi, je suis un chien. Vous les voyez aboyer, vous dites « Oh, aïe, aïe. » Non, t'es pas un chien, t'es un homme qui fait genre qu'il est un chien ou qui aimerait bien être un chien, mais tu n'es pas un chien.
T'es pas assez souple pour te lécher la bite, enfin, il y a plein de trucs qui te manquent pour être un chien. Tu n'es pas un chien. Quand bien même tu aimerais, et je suis désolé que tu éprouves cette souffrance-là dans ta vie, ça me fait de la peine que tu éprouves cette souffrance, tu ne peux pas être un renard, tu ne peux pas être une fée, tu ne peux pas être une flaque, tu ne peux pas être plein de trucs. Parce que malheureusement, tu es quoi? Tu es juste un être humain. Oh, c'est pas drôle. Je suis désolé qu'il y ait cette limite-là, mais bon, c'est comme ça. Mais quel réac, oui. Oui, quel gros réac je suis. Il faut bien se rendre compte d'une chose, et justement on y arrive, à la politique. Moi, mes étudiants ont du mal à me caser. Parce qu'ils aimeraient bien que je sois de tel ou tel parti politique. Que ce soit facile de se dire, bon, cette personne-là, ok, allez, voilà, il est de droite. Il est peut-être de gauche, en fait, un peu. Mais en tout cas, au moins, on l'a circonscrit. Non. Et vous verrez, je vous invite à sortir de cette pensée partisane et à devenir réellement philosophe. Et pour cela, je vous invite à prendre le premier texte que je vous ai donné, qui est un texte de Platon. Alors j'adore Platon, j'aime beaucoup Platon. Alors j'ai une approche de l'histoire de la philosophie. Moi, avant de regarder un philosophe, je regarde toujours sa vie. Je veux voir si il a été capable d'appliquer réellement sa philosophie. Vous voyez, si en gros c'est pas du flan cette affaire. Vous voyez, parce que quand on regarde un Marx, par exemple, Karl Marx, que j'aime beaucoup, il a une analyse, le Capital, c'est un chef-d'œuvre. Mais Karl Marx, qui était pour la révolution prolétaire, il a fait un enfant à sa bonne. Il a littéralement troussé sa bonne. Donc d'une part, il avait une bonne, super pour la révolution du prolétariat. Deuxièmement, il avait troussé sa bonne. Moi, je suis désolé, ce genre de truc, je me dis, bon, c'est particulier quand même. Le couple Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. On me dit toujours, non, regardez la philosophie, il faut d'abord regarder la philosophie, il ne faut pas regarder la vie des gens. Oui, attendez, quand il y a un gars qui me dit que le plus important c'est l'existence individuelle de la personne, etc., et que sa femme dit exactement la même chose, que c'est l'avènement de la femme, et ce genre de trucs, et que c'était un couple de pervers polymorphes qui était capable, elle, de prendre ses étudiantes à elle, de les mettre dans son lit, de coucher avec elle, comme elle dit, je vais refiler la chair fraîche à Jean-Paul. C'est-à-dire qu'elle couchait avec ses étudiantes, et ensuite elle les envoyait dans le lit de Jean-Paul Sartre, et Jean-Paul Sartre, il finissait de les consommer. Et après, les gens vous disent « L'existence précède l'essence. » Ah ouais. Et c'est une dignité humaine que la liberté humaine. Ah bon? Et toi, tu étais capable d'aliéner des personnes comme ça sans aucun problème? Nietzsche. Mieux te seche. Ça, c'est pour aider à l'orthographe. Nietzsche, vous savez, parce que souvent il y a des gens qui disent « j'adore Nietzsche » et Roche, machin et compagnie, là. Roche dit, les gars qui se disent Nietzschéens parce qu'ils sont l'éloge de la force chez Nietzsche, etc. Oui, enfin Nietzsche, si on applique réellement Nietzsche jusqu'au bout, on arrête de parler. On arrête de... D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait à la fin de sa vie. Et Nietzsche, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il voit quelqu'un qui est en train de frapper un cheval, un cocher qui est en train de frapper un cheval qui ne voulait pas avancer. Il sort de son fiacre, il arrive, il prend le cheval dans les bras, il l'embrasse, et il finit dans un asile psychiatrique où il ne parle plus. Il ne parle plus. Vous avez Michel Foucault, qu'on adore Michel Foucault, c'est incroyable Michel Foucault, c'est superbe. Il écrit un livre entier, plus de 1500 pages, pour nous dire que le langage est vide de sens.
1500 pages, ça en fait un volume de langage. Pour nous dire le langage n'a pas de sens. Vous voyez, j'ai plus d'affection pour un Emmanuel Kant, même si je n'apprécie pas du tout sa philosophie, mais Emmanuel Kant, au moins, il appliquait sa philosophie, à sa vie. C'est-à-dire qu'Emmanuel Kant, il sortait tous les jours à la même heure pour faire la même balade tous les jours de sa vie. Il avait une vie réglée comme du papier à cigarette, il avait très peu d'amis. Super. Vive la vie. Vous avez un Épicure. J'aime beaucoup Épicure. Épicure qui prône quoi? Le plaisir. Le plaisir comme soulagement des peines. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'Épicure, il était atteint de ce qu'on appelle à l'époque la maladie de la pierre, c'est-à-dire qu'il avait des calculs rénaux. Pour ceux qui n'en ont pas, qui n'en ont jamais eu, c'est une douleur qui est insupportable. Insupportable. On appelle ça des douleurs, on appelle ça des coliques frénétiques. Néphrétiques aussi, mais frénétiques, dans le sens où vous n'avez aucune position qui peut vous calmer. Vous avez le sentiment qu'on vous enfonce des poignards dans les reins, en fait. Et il était atteint de ça. Il n'y avait pas de Nurofen Flash à l'époque. Il n'y avait pas de moyen de soulager ce genre de douleur. Et donc quand vous avez un philosophe qui vit ce genre de douleur et qui vous dit « Bon, écoutez, on va faire toute une philosophie de vie qui recherche les plaisirs simples. » Mais vous le croyez, ce gars. Vous le croyez davantage. Et justement, Platon qui vous parle de la politique, c'est très drôle. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Platon, il était destiné à la politique. C'est un homme qui faisait partie des familles les plus prestigieuses d'Athènes. On lui propose en sa jeunesse même de devenir un des tyrans d'Athènes. C'est 30 tyrans. Bon, c'est un régime qui a duré 6 mois. Il a eu le pif de ne pas dire oui. Mais on lui a proposé de gouverner la cité d'Athènes. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert un vieux bonhomme qui l'intéressait beaucoup, qui s'appelait Socrate. Il fallait qu'il étudie avec lui. Et après, Socrate se fait buter. Ce qui va se passer, c'est que Platon va devoir fuir. Il va faire tout un périple autour de la Méditerranée. Et il va revenir en se disant, ce qu'il faut, c'est créer une école dans le but de former les politiques de demain. Mais ce sera une école de philosophie. Et il crée l'académie. Et il se dit, très bien, il va falloir enseigner un petit peu les rois. Super! Denis de Syracuse l'appelle et lui dit, viens Platon! Est-ce que tu peux former mon fils? Platon dit, oui, je vais enfin créer le philosophe roi. Il y va. Ça dure 8 mois. Et Platon est mis en tôle. Super. Il est vendu comme esclave. Et il y a un de ses potes qui le repère sur un marché aux esclaves. Mais mettez-vous à la place. Vous vous baladez, ça, dans le marché. Vous allez à un marché, super, dans un pays qui n'est même pas le vôtre. Vous allez dans un pays. Et puis là, vous croisez, vous dites, et là, il y a votre meilleur pote qui est sur l'étalage, comme ça, à moitié à poil. Et Platon, qu'est-ce que tu fais là? Là, il le rachète. Platon revient, il se dit, oh là là, mais en fait la politique c'est pas génial. Non. Les années passent. Denis de Syracuse rappelle Platon. Non, pourquoi je fais ça? Il n'y a pas de téléphone. Denis rappelle Platon et lui dit, bon, ça s'est mal passé la première fois, mais reviens. Voilà, parce que tu es quand même une star et on a envie que tu enseignes à notre enfant qui va devenir le prochain roi. Platon, qui est intelligent, accepte. Il y reva, ça dure moins de temps, et là, il est carrément pas mis en tôle du tout, il est directement vendu comme esclave. Mais dans un truc encore plus à perpète, il se retrouve à côté de Milet, vous voyez. Et là, mais il faut croire que ces gens avaient du bol, hein. On parle de l'Antiquité, donc voilà. Un de ses potes est sur le marché. Ce serait drôle que ce soit le même, c'est... Platon? Encore toi? Tu coûtes plus cher que la dernière fois. C'est pas... Et il le rachète. Bon, Platon revient, là, dégoûté à vie, voilà.
sa vie passe, etc. Et vers la fin de sa vie, le fils de Denis de Syracuse l'appelle, dit « Platon, est-ce que tu veux bien venir comme conseiller à la cour ?» Platon, évidemment, accepte. Il y retourne. Et sauf que là, le problème, c'est qu'il y a une tentative de coup d'État dans la ville de Syracuse, à laquelle Platon n'a rien à faire, enfin voilà. Et résultat, Denis de Syracuse, il met tout le monde en prison. Platon compris. Et Platon se retrouve en prison. Il a 75 ans, hein. Il se dit, je vais crever. Je vais mourir en prison. Et de fait, il n'était pas loin de mourir. Il y a un de ses potes qui fait armer un trirème, un bateau de guerre. C'est un de ses potes pythagoriciens. Et qui fonce vers Syracuse en disant à Denis, si tu ne nous relâches pas Platon, on rase ta ville. Denis dit, très bien, reprenez Platon. Et Platon repart sur le trirème et retourne dans son école. Et il termine en disant, la politique, c'est l'art du crime. Donc c'est un homme qui, toute sa vie, a essayé de faire de la politique, a essayé d'éduquer à la politique, et toute sa vie, ça a été perçu par lui comme un échec. Pourtant, c'est le philosophe qui a façonné l'Occident. C'est-à-dire que par son école, par sa philosophie, il a eu bien plus d'impact politique que par son action de conseil politique. Et il va écrire, dans ce merveilleux dialogue qui s'appelle le Thé et Tête, un texte qui pour moi est un des textes les plus brillants, si vous voulez comprendre le rapport d'un véritable philosophe à la politique. Le vrai philosophe ignore dès sa jeunesse le chemin de la place publique. Il ne sait où est le tribunal, où est le Sénat et les autres lieux de la ville où se tiennent les assemblées. Il ne voit ni n'entend les lois et les décrets prononcés ou écrits, les factions et les brigues pour parvenir au pouvoir, les réunions, les festins, les divertissements avec les joueuses de flûte. Rien de tout cela ne lui vient à la pensée, même en songe. En gros, le philosophe, la politique, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi ça ne l'intéresse pas? Tout ce qui est dit, là, vous voyez, les lois, les décrets prononcés ou écrits, donc là, on parle carrément des lois de la cité, les factions et les brigues, donc les partis politiques, pour parvenir au pouvoir, Si vous voyez un philosophe qui commence à s'encarter dans un politique, vous dites que c'est plus un philosophe, François-Xavier. Les réunions, donc les meetings politiques, les festins, les divertissements avec les joueuses de flûte, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de la vie politique. Vous ne verrez pas un philosophe en boîte de nuit. Vous ne le verrez pas. Non pas parce qu'il ne pourrait pas y aller, mais vous ne le verrez pas. Rien de tout cela ne lui vient à la pensée, même en songe. Pourquoi? Son âme, regardant tous ces objets comme indignes d'elle, se promène de tous côtés, mesurant, selon l'expression de Pindare, les profondeurs de la terre et l'immensité de sa surface, s'élevant jusqu'aux cieux pour y contempler la course des astres, portant un œil curieux sur la nature intime de toutes les grandes classes d'êtres dont se compose cet univers et ne s'abaissant à aucun des objets qui sont tout près d'elle. Platon parle de l'âme, entendez, le souffle vital, la vitalité propre du philosophe. C'est-à-dire que le philosophe, si vous l'emmenez en boîte de nuit, il va s'ennuyer. Et même, paradoxalement, il va regarder tous ces objets comme indignes de lui. Ah, ok, soirée, il y a de la musique à fond, il y a des lumières bizarres qui contrastent beaucoup, ça consomme, pas que de l'alcool d'ailleurs. Le seul endroit où il n'y a pas trop de bruit, c'est dans les toilettes, mais tu n'as pas envie d'aller dans les toilettes d'une boîte de nuit, je t'assure. C'est pas intéressant.
Les partis politiques. Écoutez un Gugus qui va vous dire, qui va vous faire des promesses, alors que son seul but c'est d'atteindre le pouvoir. C'est indigne d'un philosophe. Le philosophe s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'en plus le philosophe sait que ça va passer. Ça va passer. Toutes ces choses-là vont passer. Moi, on m'a invité plusieurs fois à des réunions politiques. Notamment, vous voyez, quand c'était... Parce qu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc on m'a invité à participer à des gens... Enfin, à des réunions où il y a des gens qui disaient comment on pourrait gagner telle circonscription, etc. Moi, j'écoutais ça, je me disais, oh là là. Mais il y a des gens que ça intéresse, visiblement, ce genre de choses. Ça les intéresse. Alors ça m'intéressait de voir des gens intéressés par ça. En tant que tel, le sujet ne m'intéressait pas du tout. Et puis, bon, on en reviendra, mais malheureusement, le philosophe va avoir tendance à considérer comme des clowns ceux qui se prennent au sérieux dans la politique. Il y a des gens qui vont, sans perdre une dent, dire « la dette publique, ce n'est pas les gouvernements qui la font ». François, qui vient de nous sortir ça. La dette publique, ce ne sont pas les gouvernements qui la font. Ah bon? Non, c'est le contribuable qui l'a fait. Ah, d'accord. Et le mec lâche ça sans perdre une dent. Et alors le philosophe qui est en face dit, mais c'est vrai ce qu'il dit. Il lui suffit de 25 secondes pour se rendre compte, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors pourquoi il le dit? Et le problème du philosophe, c'est qu'il va commencer à poser des questions sérieuses à un gars qui est un clown, dont son seul but veut quoi? C'est d'être au pouvoir, d'être reconnu, d'être dans la gloire, d'être sous les projecteurs. Tiens, un Zemmour qui commence à sortir, moi, pardon, moi, je suis pour le christianisme, mais je ne suis pas pour Jésus. Mais que veux-tu dire, Éric? On ne comprend plus ce que tu dis. On ne comprend pas. Mélenchon qui commence à nous sortir à l'Assemblée nationale, nous croyons, comme les humanistes, à la définition de l'homme comme créateur de lui-même. Jean-Luc, tu te crées? Mais préviens-nous, parce que pour certaines personnes, ça s'est mal passé, hein, cette affaire. Ce genre de phrase débile. Et des gens qui y croient. Qui y croient vraiment. Et vous prenez quel que soit le parti politique, le philosophe va se sentir mal à l'aise avec ça. Des gens qui vont vous dire, voilà, Marine Le Pen, qui va vous dire, l'important c'est la probité en politique. Oh, hey, dis donc. Vous prenez les filles. Nous, si un gars est suspecté du moindre problème, eh bien, il sera viré du parti. S'il tape sa femme, ça va. Ça va, et oh. La femme est un mal manqué, je vous rappelle, que finalement... Non, mais attendez, c'est qui ces guignols? C'est qui ces guignols? Et je ne vous parle pas des gens qui font exprès d'être des guignols. C'est des Oudéa Castéra, des trucs comme ça, vous voyez? Des gens qui sont cyniques. Prenez une Borne, une Elisabeth Borne, qui n'y connaît rien à l'éducation, mais on la nomme ministre de l'Éducation. Et elle le dit elle-même au début. Alors c'est vrai que c'est pas un sujet qui j'ai beaucoup travaillé. Ah, mais toi, tout va bien. T'imagines, tu vois arriver un chirurgien, tu sais, t'es dans le bloc, tu vas te faire opérer de l'appendicite, là. Alors, l'appendicite, j'ai jamais fait. Et j'y connais rien. Mais on va y arriver, allez, anesthésiez-le. Mais tu te rends compte du truc? Mais il n'y a qu'en politique que tu peux faire ce genre de truc. Tout va bien. Des mecs qui n'y connaissent rien en médecine, qui se mettent à être ministre de la Santé. Très important.
des gens qui n'y connaissent rien à rien et qu'on nomme responsables, eh bien ça ne peut pas intéresser un philosophe. Parce qu'il se dit quoi? Ce sont des guignols. Et regardez ce que fait Platon. Il est terrible, Platon, parce qu'il met au même niveau le tribunal ou le Sénat et les divertissements avec des joueuses de flûte. T'es pas cool, Platon. Vous imaginez l'Assemblée nationale, vous mettez des joueuses de flûte dedans. C'est au même niveau pour un philosophe. Et Platon va aller plus loin. En effet, non seulement un philosophe ne sait pas ce que fait son voisin, il ignore presque si c'est un homme ou un autre animal, mais ce que c'est que l'homme. Et quel caractère le distingue des autres êtres pour l'action ou la passion? Voilà ce qu'il cherche et ce qu'il se tourmente à découvrir. Le philosophe recherche bien plus loin que la simple politique. Le philosophe, il veut savoir ce que sont les choses. Et pourtant, il existe un domaine de la philosophie qui s'appelle la philosophie politique. Alors merci Platon, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est que la philosophie politique? Vous pouvez me rappeler ce que c'est que la philosophie? Pas toujours les mêmes, ouais. Ça veut pas dire j'aime la sagesse, mais amour de la sagesse, vous avez raison. Et amour, quel type d'amour? En grec, il y a trois mots pour dire l'amour. Vous avez éros, qui est la tension du désir. Vous avez la philia, qui est l'amitié. Et vous avez l'agapé, qui est la consécration. L'amour de consécration. Alors souvent, l'éros, la philia et l'agapé se réunissent ensemble. Hein. On en trouve différentes facettes dans l'amour humain. Mais ce qui a été choisi, ça a été de dire que on n'est pas dans l'érosophilia, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la tension vers la sagesse, la tension érotique qui vise à s'approprier la chose. On n'est pas dans l'agapei sophia, j'ai du mal, excusez-moi. Et qu'on n'est pas dans la consécration à la sagesse, comme si la sagesse était divine, mais on est dans la philosophia. L'amitié avec la sagesse, le compagnonnage avec la sagesse. Autrement dit, le philosophe, il recherche la sagesse pour pouvoir marcher avec elle. Il y a des tests d'alarme, c'est génial, j'adore. Donc le compagnonnage avec la sagesse, c'est-à-dire marcher avec elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, la connaître, l'aimer et agir avec elle. Agir en étant sage. Et lorsqu'on parle de philosophie politique, eh bien en fait, c'est quoi? C'est la recherche de la sagesse quand il s'agit de s'occuper des affaires humaines collectives. La recherche de la sagesse au niveau du collectif. La pause, elle est à 10h15, on est d'accord? C'est ça? C'est 10h30? 10h30? Non, 10h15, vous reprenez à 10h30, je crois. Ne jamais demander à des étudiants à quelle heure la pause. Vous savez pas? Non, dis-moi. 10h15, super, merci. Non mais c'est très bien. Alors, le mot le plus important dans ce que je viens de vous dire, c'est l'aspect collectif. La collectivité. La recherche de la sagesse dans les affaires collectives, ça, c'est pas évident pour nous. Pourquoi? Parce qu'on peut se poser la question de savoir s'il est naturel à l'homme
d'être en collectivité. Est-ce que ça nous est naturel ? Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de penseurs qui nous ont dit que non, ce n'était pas vachement naturel, puisque c'était plutôt le collectif qui nous rendait mauvais. Il y en a un en tête qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Alors lui, je ferai un petit laïus sur la vie de chacun à chaque fois. La vie de Rousseau, bon, on ne la connaît pas trop, parce qu'on ne s'y intéresse pas trop, alors qu'elle est passionnante. Moi, il y a un détail de sa vie qui est important. C'est que Rousseau, il était atteint d'incontinence. C'est-à-dire qu'il était obligé d'avoir une poche branchée à son appareil génital pour pouvoir uriner. Sauf qu'à l'époque, la mode, c'était les pantalons très serrés. Et donc, pour camoufler sa poche d'urine, notre ami Rousseau, il était obligé de prendre des pantalons amples. Donc à la cour, on l'appelait le Turc, parce qu'il était le seul à avoir des pantalons hyper amples. Et donc il était tout le temps moqué à la cour. On se foutait de sa tronche. Et il s'était fait un ennemi qui s'appelait François-Marie. Super. C'est le seul philosophe qui a le même prénom que moi. François-Marie Arouet, dit Voltaire. Il s'était fait un ennemi de Voltaire, parce que Voltaire voyait bien que Rousseau avait une plume qui était bien meilleure que la sienne, et avait le potentiel de devenir une star aussi grande que lui. Et donc, Voltaire avait décidé de faire brûler en place publique tous les livres de Rousseau, devant Rousseau. Et il a payé des gens pour lapider la maison de Rousseau pendant que Rousseau était à l'intérieur. Donc il faut imaginer, vous êtes dans votre baraque, il y a une foule, mais une vraie foule, qui entoure votre maison, et vous avez tous les carreaux de la maison qui pètent. Et vous prenez des pierres qui traversent votre maison, de partout. Vous êtes caché sous la table, vous attendez que ça se passe. Vous avez évidemment votre domestique qui s'en prend une, etc. Enfin bref, voilà. Quand Rousseau nous dit « c'est la société qui corrompt les hommes », et que vous regardez sa vie, vous comprenez. Lui, il a expérimenté quoi ? Que le collectif pouvait être détestable. Sauf que sa thèse, lui, c'est de dire c'est pas le cas. À l'origine, c'est pas le cas. Et notamment, il va vous dire, alors, Rousseau est connu pour son humilité, pas du tout. Rousseau se la pète, et notamment, il a publié un livre qui s'appelle Dialogue, Rousseau juge Jean-Jacques. Et c'est quoi ? C'est Rousseau qui relit toutes ses œuvres et les commente. Le mec fait son auto-commentaire. C'est très fort quand même. Tu vois, c'est-à-dire, j'écris un truc, puis après je dis non, c'était vraiment bien. C'est vraiment passionnant ce que j'ai écrit. Bon, et il déclare, dans cette seconde lecture, parce qu'il se lit plusieurs fois, mieux ordonnée, plus réfléchi que la première, suivant de mon mieux le fil de ses méditations, il parle de lui, j'y vis partout le développement de son grand principe, que la nature a fait l'homme heureux et bon, mais que la société le déprave et le rend misérable. L'Émile, en particulier, ce livre tant lu et si peu entendu et si mal apprécié, n'est qu'un traité de la bonté originelle de l'homme, destiné à montrer comment le vice et l'erreur, étrangers à sa constitution, s'y introduisent du dehors et l'altèrent insensiblement. Petite parenthèse, l'Émile, traité de l'éducation, Rousseau a mis ses enfants à la DAS de l'époque. D'accord, il ne les a pas éduqués lui-même. Fin de la parenthèse. Petit taquet dans ta tronche, Jean-Jacques. Dans ses premiers écrits, il s'attache davantage à détruire ce prestige d'illusion qui nous donne une admiration stupide pour les instruments de nos misères et à corriger cette estimation trompeuse qui nous fait honorer des talents pernicieux
et mépriser des vertus utiles. Partout, il nous fait voir l'espèce humaine meilleure, plus sage et plus heureuse dans sa constitution primitive, aveugle, misérable et méchante à mesure qu'elle s'en éloigne. Son but est de redresser l'erreur de nos jugements pour retarder le progrès de nos vices et de nous montrer que là où nous cherchons la gloire et l'éclat, nous ne trouvons en effet qu'erreur et misère. La thèse de Rousseau, c'est le fait de dire que quand l'homme est seul, à l'origine, dans cet état de nature fantasmée qui n'existe pas, mais que l'on imagine, l'homme est bon. Et en fait, il suffit de regarder les enfants pour cela, pour Rousseau. Si vous regardez les enfants, vous vous rendez compte que l'enfant n'est pas à la recherche de la gloire. L'enfant n'est pas à la recherche du prestige ou de la réussite dans les affaires, de la richesse. Et donc, en fait, ce n'est qu'à partir du moment où vous voulez la reconnaissance des autres, la réussite des affaires avec les autres, que vous vous mettez à faire le mal, à vous travestir. Alors donnons raison à Rousseau. Il suffit de regarder comment nous sommes dans notre première expérience sociale. Regardez la cour de l'école. Cette évolution qu'il y a eu dans la cour de l'école. Au tout début, la cour de l'école, c'était quoi? C'était un lieu où vous jouiez. Le but, c'était de jouer. Et donc, ça hurle. Ça hurle de joie, ça hurle de frustration, ça hurle. On s'en fiche du regard des autres. Vous voyez un enfant, je sais pas, vous allez dans une cour d'école primaire, vous voyez des comportements absurdes. Des enfants qui courent tout autour de la cour. Et qui arrivent, la sonnerie sonne, ils arrivent, ils sont tout rouges. Ils arrivent dans l'école, dans la salle de classe, ils sont tout rouges. Ils transpirent de partout. Ils s'en fichent complètement. Ils s'en fichent complètement. Et puis petit à petit, quand tu vas commencer à faire des tours de terrain, c'est que tu vas faire un cross pendant tes heures de sport. Il ne faut pas que tu transpires trop, parce que malheureusement tu as sport le lundi matin de 8h à 10h, et tu as une journée après à tenir. Puis ça ne crie plus du tout. On se met à se réunir en groupe, à parler, à se regarder, à devoir développer des personnages sociaux qui nous correspondent à moitié. Moi, je suis le clown. Je fais rire tout le monde. Moi, je suis le timide, la timide. Je ne parle pas beaucoup. J'ai mon groupe d'amis très restreint. Non, moi, je suis celui de tous les groupes. Il y en a toujours un ou deux, tu sais, dans une promotion qui passe dans tous les groupes, qui est sympa avec tout le monde, mais qui n'a zéro ami. On est content quand il est là, quand il n'est pas là, on l'oublie. Puis on va se regarder, on va se critiquer, on va baver les uns sur les autres, on va créer des rumeurs, des ragots. T'as ceux qui vont être que dans le sport, qui vont se réunir par passion. Il va falloir faire partie de certains groupes, être invité à certaines fêtes. Et tu perds ce côté insouciant que tu avais au début. Mais ça, c'est que la cour de récré. Regarde quand les études vont arriver, quand la vie professionnelle va arriver, les jugements qu'on va devoir faire. Moi, ça a été très drôle, j'ai vécu une expérience qui a été un peu marrante, il y a 2 ans. J'enseigne pour la première fois. Et sauf qu'il se trouve que j'ai eu des gros problèmes de santé de dos. J'ai dû être opéré. Parce qu'en gros, je m'étais paralysé des jambes. Et donc, en fait, je ne pouvais plus mettre, parce que je ne pouvais plus plier tout à fait les jambes, je ne pouvais plus mettre de pantalon, je pensais à Rousseau, je ne pouvais plus mettre de pantalon serré et de ceinture. Et donc, j'étais obligé de mettre des sortes de jogging. Alors, j'essayais de faire en sorte que ce soit des jogging un peu classe. Mais bon, jogging un peu classe, ouais, ça marche pas. Et donc voilà, j'avais mis ça. J'arrive le premier cours. D'abord, j'arrive dans la salle des profs. Je rentre dans la salle des profs. Et là, il y a
un prof, veste en tweed, cravate, etc., qui me regarde et dit « Vous cherchez quelque chose ?» Je dis « Oui, la photocopieuse pour faire les photocopies pour mes cours. » Et il me dit « Ah, voilà, pardon, vous enseignez ici, d'accord, ok, d'accord. » Je me suis dit « Oh là là, on est dans la cour de l'école. » Et puis j'arrive devant les étudiants. Et là, je vois les étudiants qui me regardent. Ils disent « Tiens, c'est pas normal. » Et je laisse passer plusieurs séances. Et à la fin du semestre, il y a un groupe d'étudiants qui vient nous voir qui me dit « Monsieur, on tenait à s'excuser parce qu'au début, on a eu un jugement sur vous. On s'est dit que vous étiez quelqu'un de la LFI qui venait enseigner. Simplement pour mon jogging. » Et j'aurais dit, et alors? Il dit, bah, on ne sait toujours pas de quel parti vous êtes, mais en tout cas, vous n'êtes pas de la LFI. J'ai dit, c'est bien, c'est déjà bien. Mais quels avis on peut se faire quand on est en collectivité? Regardez les gens qui, hop, évacuent tout de suite les personnes, simplement en regardant à quoi vous ressemblez. Et d'un côté comme de l'autre, t'arrives avec un tatouage tribal, il y a plein de personnes qui te regardent en disant, une seconde, je ne vais pas lui parler. Oui, d'accord, ok, dommage. T'arrives avec ta médaille apparente, voilà, petit cateau, etc. Non, on ne va pas lui parler, non. Les avis qu'on se fait, simplement parce qu'on est en collectivité, on a fait des étiquettes sur les gens. Non, la société, évidemment, nous rend mauvais. Comment on peut penser que l'homme est naturellement politique? La société nous rend mauvais. Allons même plus loin. Allons même plus loin. Regardez cette volonté je sais pas, de créer des choses, mais de créer des choses ensemble. Mais vous avez des personnes qui vont vous dire, mais moi j'ai pas envie de faire des trucs avec des gens. Foutez-moi la paix. Oui, il y a quelques personnes qui sont un peu pathologiquement atteintes et qui n'arrivent pas à trouver leur bonheur seules. Elles ont besoin de se mettre avec d'autres personnes, et et parler avec d'autres, de leur passion, de leur machin, d'échanger. Mais ça ne concerne pas tout le monde. N'en faisons pas une loi générale. On n'a pas tous cet appétit-là en nous. Même il y a des gens qui se sentent obligés d'aller en soirée alors qu'ils n'ont pas envie d'aller en soirée. Ils seraient très bien contents, très contents, dans leur fauteuil, tout seuls, dans leur canapé, dans leur lit, en train de se mater une série. Et non, il y a quelqu'un qui leur envoie un texte en disant « Allez, on sort ce soir !» Parce que lui, il ne peut pas se débrouiller tout seul. Il n'a jamais appris à jouer tout seul quand il était enfant. Résultat, il a besoin d'autres personnes pour pouvoir s'amuser. Et résultat, vous êtes le gars, le partenaire forcé qui va devoir l'aider à assouvir sa pathologie de ne pas pouvoir être seul tout seul. Et résultat, vous allez subir cette collectivité. Dans un couple, c'est encore pire. Vous savez, quand vous êtes marié, que votre conjoint, lui, il a envie d'être tout seul, que vous êtes un social, ou inversement. Il ou elle a envie de sortir tous les soirs, vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'être chez vous, pépère. Comment on peut dire que l'homme est naturellement politique? Moi, j'admire certaines personnes, parce que, en plus, vous pouvez choisir la communauté qui va être avec vous. J'admire certaines personnes, les instits et les personnes qui travaillent dans les crèches. Pour moi, c'est un peu lunaire. Comment, à un moment, tu peux imaginer que tu vas passer un merveilleux moment avec des enfants des autres. Déjà les tiens, après quelques semaines de vacances, tu te dis « Ouh là là, il faut que l'école reprenne rapidement, sinon il va y avoir une main courante, quelque chose, enfin, ça va être compliqué. » Et des personnes qui choisissent d'entrer dans un collectif qui semble toxique. Jean-Jacques a raison. Il semble avoir raison. Et pourtant, ça s'oppose à ce que d'autres philosophes vont pouvoir dire. Notamment un Aristote. Alors Aristote, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que il n'est pas grec, il est orphelin de père, il a été élevé par son oncle, qui était un poste très important dans sa ville.
Il a hérité d'une grande fortune, Aristote, ce qui lui a permis de pouvoir suivre les cours de Platon à Athènes. Il est assez petit, assez fin, et surtout il est atteint de bégaiement, ou en tout cas d'un très très fort défaut de prononciation. Il va devenir pourtant le professeur d'éloquence de l'Académie, parce que on lui donne un surnom à l'Académie, on l'appelle le logos de l'Académie, c'est-à-dire le génie de l'Académie. Il est absolument génial. Les années vont passer, Platon va mourir, il y a quelqu'un qui va succéder à Platon. Aristote n'est pas du tout en accord avec la philosophie de l'Académie, avec ce nouveau successeur, et donc il va décider de fonder une autre école. Et sauf que un de ses amis, qui est roi de Macédoine, va lui demander « Est-ce que tu veux bien être le précepteur de mon fils ?» Ce fils s'appelle Alexandre. Ça ne se passe pas comme avec Platon, ça fonctionne plutôt bien. Aristote va donc devenir le précepteur d'Alexandre le Grand. Et comme il est le précepteur d'un gars qui va devenir à peu près le maître de la Méditerranée et même plus loin en Asie, il va avoir tout ce qui est finance, tout ce qui est livres, etc. Donc il va alterner entre le fait d'être à Athènes, où il aura fondé son école qu'on appelle le lycée, et Alexandrie, qui va devenir en fait vraiment le joyau du savoir. Et donc c'est quelqu'un qui n'aura aucun problème de moyens et qui va pouvoir mener ses études autant qu'il le veut. Et il va thématiser quelque chose, c'est la notion d'amitié. L'amitié comme étant ce par quoi l'être humain se réalise. Alexandre va se faire tuer, il va mourir loin d'Athènes. Le temps que les informations arrivent, Aristote lui l'apprend avant tout le monde. Et résultat, il va choisir de fuir Athènes, parce qu'il sent bien qu'il va y avoir une révolte contre les Macédoniens. Il va s'exiler sur une île. Alors bon, il va être atteint d'un cancer, vraisemblablement, ou d'un ulcère à l'estomac. Ces derniers mots, pour vous dire un petit peu l'ambiance, ces derniers mots vont être « Ciel, il n'y a pas d'amis ». Et donc on verra après la pause ce qu'il va nous dire du naturellement politique. Je tiens à dire merci aux tipeurs du mois de septembre et d'octobre, à savoir Géocube, C et C de Torcy, Jean. Merci infiniment, ça me va droit au cœur, et puis à très bientôt. La vidéo est maintenant terminée. Il te faut repartir dans la réalité. Mais si tu veux vraiment avec moi continuer, faut pas hésiter et tu peux t'abonner. On danse, on sourit, la joie nous envahit. On s'envole, on rit, c'est ça la philosophie. Mais entends mon ami, on se prend pas au sérieux ici. On est tous humains, c'est ça la vraie vie. Abonne-toi et laisse un mot. Partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse. Dans la communauté, on pense en cadence. Vas-y, abonne-toi. Yeah, yeah. Et entre dans la danse. Yeah, yeah. Vas-y, danse, danse. Yeah, yeah. Oh. Retourne dans ta vie d'un pas décidé, car la philosophie ne va plus te lâcher, loin des folles folies et du prêt-à-penser. Tu vas goûter ta vie, c'est ça la liberté. Abonne-toi et laisse un mot. Partage bien la
la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse. Dans la communauté, on pense en cadence. On danse, on sourit, la joie nous envahit, on s'envole, on rit, c'est ça la philosophie. Mais entends mon ami, on se prend pas au sérieux ici, on est tous humains, c'est ça la vraie vie. Abonne-toi et laisse un mot, partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse. Dans la communauté, on pense en cadence. Abonne-toi.